Bonjour, Monsieur Singh Pichat. Bonjour. Bonjour. Je suis content de vous voir à Siem Reap. Moi de même, merci. Et puis, en fait, AgriSud, c'est une organisation française qui s'installe ici. Depuis combien de temps? Est-ce que vous pouvez me dire un peu le parcours d'AgriSud à Siem Reap, par exemple, s'il vous plaît? Donc, AgriSud, c'est une association de solidarité internationale qui a été créée en 1992 dans une optique, dirais-je, d'optimisation économique pour les petits producteurs. La vocation d'AgriSud, c'est de lutter contre la pauvreté, amener des personnes ou des familles de la précarité à une autonomie économique et sociale. Et AgriSud intervient ici au Cambodge depuis 1995 déjà, avec plusieurs projets financés par le PADAP, par l'AFD, pardon, ou par l'Union européenne. Et ces projets répondaient à peu près les mêmes objectifs, c'est-à-dire élever la technicité des agriculteurs pour qu'ils aient de meilleurs revenus, de meilleure productivité, répondre à un marché de demande locale par une offre locale, et puis dynamiser, je dirais, les filières concernées, que ce soit maraîchères ou arboriculture fruitière ou d'élevage. Mais pourquoi AgriSud a décidé, par exemple, d'embarquer à Siem Reap? Pourquoi? Alors, pourquoi Siem Reap? On va remettre dans son contexte la problématique du projet. Siem Reap accueillait, avant le Covid, des millions de visiteurs qui venaient visiter bien sûr les temples d'Angkor. Et cette croissance touristique engendrait une demande forte en produits frais sur les marchés, mais qui était satisfaite pratiquement par les pays voisins, que ce soit des fruits de la Thaïlande ou des légumes du Vietnam. Oui. Et pourtant, la production agricole est bien existante puisqu'elle représentait 70% de la population active. Mais le problème, c'est qu'elle est très saisonnière, très peu diversifiée, dispersée dans une multitude d'exploitations agricoles. Et en plus, le réseau de commercialisation était très peu structuré. Et donc, pour, dirais-je, organiser la rencontre entre ces producteurs et le marché, le projet IADA, pour intensification de l'agroécologie, diversification et de la commercialisation, a travaillé sur ces aspects-là. Donc, on a remarqué qu'en intensifiant et en diversifiant leur production et en s'organisant, ça permettait pour ces petites exploitations agricoles familiales d'atteindre leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, et en vendant sur le marché, d'avoir leurs revenus augmentés. Mais pour être clair, c'est-à-dire AgriSud s'est installé par exemple à Siem Reap pendant combien d'années, par exemple depuis 92, c'est ça ou? Alors, le premier projet était installé à Pursat en 95, et le projet actuel ici a démarré en 2013 dans une coopération décentralisée avec le département des Hauts-de-Seine, et ensuite en 2016 avec l'apport de l'AFD, l'Agence française de développement. D'accord. Donc, depuis la création ou depuis l'installation d'AgriSud, par exemple, à Siem Reap, y a-t-il combien d'agriculteurs ou paysans dans l'agriculture qui se sont impliqués dans votre projet? Y a-t-il combien d'agriculteurs, par exemple, jusqu'à maintenant? Alors, si je dois faire un calcul, on travaille actuellement dans 5 districts, 8 communes, ce qui représente à peu près 2000 bénéficiaires, 2000 familles d'agriculteurs qui travaillent avec, que nous travaillons avec. D'accord. Donc, ils sont tous dans l'agriculture ou peut-être ils sont dans d'autres secteurs également? Alors, nous supportons essentiellement des activités agricoles, que ce soit production maraîchère, arboriculture fruitière, production d'épices, voire même du petit élevage, élevage de poulets, élevage de porcs. Et ces gens-là se regroupent souvent entre eux pour pouvoir fournir au marché. Et dernièrement, suite à des problèmes de production, ils se sont regroupés pour faire de l'agrotransformation. Donc, c'est des ateliers d'agrotransformation qui ont été réalisés, montés par ces groupements de producteurs qui produisent des produits à la demande du marché. D'accord. Je reviens un peu à ma question tout à l'heure, j'ai pas bien précisé. Y a-t-il combien d'agriculteurs qui se sont impliqués jusqu'à maintenant? Vous avez mentionné tout à l'heure, il y a 5 ou 6 districts, n'est-ce pas? Oui. Mais en famille, c'est combien? C'est 2000, grosso modo, 2000 familles. 2000 familles. Oui.
Donc, ils ont, par exemple, planté ou fabriqué quoi, par exemple, comme des produits agricoles, par exemple? Est-ce que vous pouvez me donner quelques Alors, exemples? si je dois faire un zonage, hein, D'accord, à la périphérie de Siem Reap, c'est essentiellement la production maraîchère. d'accord, Un peu plus au sud de Siem Reap, c'est souvent de la riziculture. Au d'accord, nord de Siem Reap, c'est-à-dire dans la zone de Montesrey sur les plateaux, c'est de l'arboriculture fruitière ou des épices. Et nous D'accord. travaillons aussi sur le parc national de Phnom Kulen pour préserver, au niveau de la préservation de l'environnement, pardon, ils produisent essentiellement des épices qui vont du poivre du Kulen jusqu'au gingembre noir. Mais pourquoi les poivres de Kulin? Parce que, pourquoi? C'est parce qu'ils sont en extinction, peut-être, ou pourquoi gingembre, par exemple, noir sur la montagne de Kulin? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus? Alors c'est vraiment historique pour le gingembre noir parce que le gingembre noir ont été plantés il y a très longtemps de cela sur le Kulen. On le trouve essentiellement sur le Kulen pour la simple et bonne raison que le gingembre noir a sa matière active développée, c'est-à-dire plus importante, quand il est planté à une certaine altitude, à partir de 400 mètres d'altitude. Donc c'est pour ça que le gingembre noir est spécialement planté sur le Kulen à cause de ses principes actifs. Et concernant le poivre, on a découvert, enfin c'est un monsieur qui travaillait il y a très longtemps de cela avec l'FAO, qui a découvert et conservé un cultivar, c'est-à-dire une espèce, une variété de poivre spécifique au Kulen. Mais par exemple, si je parle du poivre de Kulin et du poivre de Compote, Oui. parlons du goût, par exemple, Oui. lequel qui est meilleur, par exemple, juste pour vous demander un peu comme ça, voilà. Alors, je ne dirais pas celui-là est meilleur que celui-là. Ils sont différents. Ils Ouais. sont différents au niveau organoleptique, au niveau attaque en bouche. C'est complètement différent. Le poivre de Compote explose tout de suite en bouche. Explose tout de suite en bouche, c'est-à-dire... C'est-à-dire que quand vous le mangez, quand vous le mâchez, Oui. les saveurs, la panelle aromatique est tout de Sort. suite disponible. Ah, d'accord. Alors que le poivre de Kulen, c'est vers la fin, c'est petit à petit que ce panel se découvre et explose en bouche. Donc, c'est-à-dire le poivre de Kulin est un peu moins fort que le poivre de Compote, c'est un peu comme ça ou... Non, c'est pas moins fort, c'est que Ah. les arômes arrivent plus tard. Ah, Alors d'accord. que les arômes du poivre de Compote arrivent tout de suite Oui. et le poivre de Kulen arrive plus tard. Mais j'ai entendu parler du poivre de Kulin et en fait, il y a deux sortes, c'est ça? Ou il y a deux sortes de poivre de Kulin ou il y a seulement une sorte? Non, il y a qu'une sorte, il y a qu'une variété de poivre de Kulen qui a été découvert par ce monsieur. Et c'est seulement une espèce qui est présente là-haut. Effectivement, il y a d'autres espèces qui ont été plantées, mais spécifiquement sur le Kulen, vous retrouvez ce poivre-là. Ah, donc maintenant, il y a par exemple, parlons de la surface de poivre de Kulin ou les gingembre noirs, par exemple. Y a-t-il combien de hectares, par exemple, qui se sont plantés par an, tout ça? Alors, le gingembre noir a subi quelques attaques, quelques problèmes des années précédentes. Il y a eu une baisse de productivité, une baisse de production, une baisse de surface pendant quelques années, je dirais de 2000 à 2023-24, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu un changement climatique, des accidents climatiques qui ont fait que les attaques ou l'adaptation n'a pas suivi. Les attaques ont été plus nombreuses, l'adaptation n'a pas été suivie. Et petit à petit, Agri-Sud, avec les producteurs là, sur le Kulen, nous avons développé une technique pour pouvoir faire face à ce genre de défi. Et actuellement, nous avons des très bons résultats. Concernant la surface, la surface, on est à peu près entre 10 et 15 hectares de surface. Ah, c'est pas mal. C'est beaucoup. Ouais. Hein. Oui, c'est beaucoup déjà. Ouais. Et généralement, on ne fait jamais sur le Kulen de plantation pure. C'est essentiellement de l'agroforesterie. Donc, c'est des plantes. Le gingembre noir, c'est un zanzébéracé, donc c'est une plante qui aime bien l'ombre. Donc, on le plante souvent sous les arbres, ce qui permet de valoriser toute la surface. D'accord. Et le poivre, par exemple? Alors, le poivre est un peu plus difficile parce qu'il faut mettre des tuteurs. Il met plus longtemps à produire que le gingembre noir qui est annuel. Il faut attendre 3 voire 5 ans pour avoir les premières productions.
On est à peu près entre, je crois, 10 000 plots de... D'accord. Donc, parlons de la demande du marché. Par exemple, vous avez déjà mentionné tout à l'heure, il y a à peu près 2000 familles en agriculteur qui travaillent avec AgriSud, par exemple. Donc, une fois qu'ils ont déjà produit, c'est-à-dire ils ont des produits avant, est-ce qu'ils ont du mal à trouver le marché ou le marché pour les produits un peu naturels comme ça, organiques, est très très demandé par les consommateurs cambodgiens et aussi pour les touristes étrangers à Siem Reap? Alors, concernant la filière maraîchère, pour les produits, on dit produits agroécologiques et en cambodgien, on dit Oui. produits sains. Oui. Ces produits sains-là connaissent plusieurs filières parce qu'on travaille sur différentes filières. Donc, vous avez la première filière qui est la filière hôtellerie, restauration, le marché qui a été créé, le marché du week-end, le samedi et dimanche matin. Ces À côté de l'hôtel Grand Hôtel, c'est ça? Exactement, à côté du Grand Hôtel. Donc, une partie des produits sont vendus là-bas et d'autres parties sont vendus au niveau local, c'est-à-dire au niveau du village, où d'autres districts, d'autres intermédiaires de d'autres districts de la province viennent acheter. Effectivement, les produits connaissent vraiment un succès parce qu'actuellement, les gens prennent de plus en plus conscience de leur santé et donc de manger sainement. Et donc, est-ce que, par exemple, les agriculteurs et aussi AgriSud ont transformé les produits ou il n'y a pas de transformation ou il y a déjà des produits de transformation? Alors, nous avons commencé à travailler sur la transformation dans un contexte où certaines productions arrivaient à une surproduction. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple de Bantesrei. Bantesrei, avant que nous arrivions, avant que le projet soit mis en place sur Bantesrei, beaucoup de gens produisaient ce qu'on appelle de la citronnelle. Ils produisaient beaucoup de citronnelle sur des hectares et des hectares. Et à ce moment-là, il y avait un marché. Mais quand il y a eu ce problème de Covid, oui. Le marché s'est effondré et les agriculteurs se sont retrouvés avec des hectares, des tonnages invendus. Donc, on a travaillé avec eux pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Est-ce qu'on fait du thé? Est-ce qu'on fait autre chose? Et finalement, il est sorti de faire effectivement du thé, mais aussi des huiles essentielles de citronnelle. Et actuellement, un atelier est géré par un groupement de fermiers pour produire de l'huile de citronnelle, l'huile essentielle de citronnelle, pardon. Et aussi le vin blanc, c'est ça? Ou j'ai entendu parler du vin blanc qui s'appelle Prolung encore, c'est ça? L'âme d'encore, c'est ça? L'âme du riz. Ah, l'âme du riz encore, voilà. Oui. Oui, c'est l'âme du riz, c'est vrai, on peut confondre encore et encore. Alors, comment est venu ce projet-là? On a remarqué, on peut lire, hein, il y a quelques temps de cela dans les informations, qu'il y a beaucoup d'empoisonnement suite à la consommation de l'alcool de riz qui est produit localement. D'accord. Et cet empoisonnement est dû souvent à de l'ajout effectivement de produits chimiques ou alors une mauvaise maîtrise à la distillation. Oui. C'est-à-dire que dans l'alcool qui est produit, vous avez deux grands éléments essentiels. L'éthanol, qui est consommable, et l'autre produit qui est pas consommable du tout, c'est le méthanol. D'accord. Et la consommation du méthanol provoque des problèmes au niveau santé. D'accord. Nous travaillons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des petits élevages tels que l'élevage de porc, l'élevage de poulet. Et les éleveurs de porc, traditionnellement, produisent cet alcool de riz-là. D'accord. Pourquoi? Parce que en produisant cet alcool de riz-là, ils obtiennent deux produits. Le premier produit, c'est les déchets de cet alcool qui peut permettre de nourrir les porcs. Et l'autre produit, c'est cet alcool de riz. Et on a remarqué que cet alcool de riz-là était fait traditionnellement, donc avec une mauvaise gestion de la séparation entre le méthanol et l'éthanol. Donc, Green Farmer, qui travaille avec ses producteurs, et ses producteurs sont aussi membres de l'association de Green Farmer. Ouais. Voilà. Donc, Green Farmer rachète cette production d'alcool de riz et ensuite redistille pour séparer le méthanol et l'éthanol. D'accord. Comme ça, vous avez un produit exempt de méthanol. D'accord.
Donc, si j'ai bien compris, c'est-à-dire les agriculteurs ici à Siem Reap qui travaillent avec vous, avec AgriSud, n'ont pas de problème de marché en fait. Il y a plus de demandes. Alors, Il concernant... n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge pour votre programme et pour les agriculteurs ici, non. Il y a quand même des problèmes. Suite au Covid, il y a eu des hôtels, des restaurants qui ont fermé. Ah, d'accord. Moins de touristes, donc Ouais. moins de consommation sur ce parc de marché-là. D'accord. Et donc, il a fallu repenser, Ouais. repenser les produits pour le marché local. D'accord. Donc, petit à petit, l'association, les producteurs, les fermiers, repensent ou refont une autre stratégie pour pouvoir développer les débouchés pour les produits. Et quelles sont les autres stratégies, par exemple, d'avenir? Alors, les autres stratégies d'avenir, qu'est-ce que AgriSud veut faire dans l'avenir, hein? Oui, oui. Alors, comment je pourrais vous expliquer ça simplement? Nous avons plusieurs étapes de travail dans le projet. D'accord, Généralement, AgriSud travaille à plusieurs niveaux. d'accord. Le premier niveau, le premier niveau, oui, on travaille essentiellement Avec les producteurs. avec les producteurs. C'est ce qu'on appelle le niveau 1. Ouais. Donc, c'est surtout des formations Ouais. techniques, des D'accord. formations économiques Ouais. sur l'agroécologie. Ouais. Comment produire sainement, Ouais. comment produire de manière saine, Ouais. sans perturber l'environnement. L'environnement. Voilà. Ouais. Je ne dis pas Ouais. à 0%, c'est Ouais, vraiment ouais, de manière Ouais. peu significative. Voilà. Ça, c'est le premier niveau. Après, nous avons, quand ce niveau est consolidé, Oui, nous passons bien à un fondé. deuxième niveau. Ouais. Le deuxième niveau, nous travaillons aussi sur les filières. À partir de là, nous commençons à travailler sur de regrouper ces producteurs de premier niveau et travailler sur les filières. Les filières, c'est-à-dire les marchés. C'est la vente, en fait. Exactement. La stratégie de vente, oui. Donc, nous faisons le lien entre ces groupements de producteurs et le marché. Ouais. Et nous les mettons ensemble et après, nous nous retirons Bon, pour c'est- qu'ils soient ouais. autonomes. Et après, vous avez l'autre niveau Ouais. que avec qui nous travaillons actuellement avec notre partenaire qui est le GRET. Ouais. C'est le niveau territorial. D'accord. Donc, c'est impliquer tous les acteurs du territoire Ouais. pour pouvoir pérenniser toutes les actions qui ont été mises en place. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que, par exemple, dans l'avenir, AgriSud ou GRET projette, par exemple, de penser aux sources d'eau, bassins d'eau comme ça, pour arroser un peu les plantes, les fruits, tout ça? Alors actuellement, effectivement, tout Siem Reap dépend du Phnom Kulen, D'accord. par la rivière du Phnom Kulen. Et effectivement, il faudrait, je pense, dans l'avenir proche, travailler ce qu'on appelle sur la gestion des ressources intégrées, des ressources en eau intégrées. C'est-à-dire travailler sur le bassin versant de Siem Phnom Reap Kulen à... jusqu'au lac du Tonlé Sap. Oui, au lac de Tonlé Sap. Afin de pouvoir gérer toute cette ressource en eau pour qu'elle ne se détruise pas. Donc ça, c'est le travail, le dernier travail d'AgriSud et avec l'autorité de Siem Reap dans l'avenir. Ça va être quelque chose de très important pour la province de Siem Reap et je pense que c'est... Et aussi pour les activités des agriculteurs. Exactement. Oui, Ok, oui. merci beaucoup, monsieur Vichat. Merci beaucoup Merci beaucoup, pour Bob. votre temps précieux Merci. à notre équipe Info encore. Merci beaucoup. Merci, Bob. Merci. Voilà.